Vous avez l'impression de parler à un mur quand vous tentez de discuter avec votre direction? Vos demandes finissent systématiquement aux oubliettes et vous ne savez plus quoi inventer pour être enfin pris au sérieux? Vos bonnes idées sont balayées, vos demandes d'augmentation restent sans réponse et vous vous dites que la seule option, la seule solution, c'est de regarder ailleurs. Que votre valeur n'est tout simplement pas reconnue là où vous êtes, c'est frustrant, épuisant et ça donne juste envie de tout plaquer. Et si au lieu de crier plus fort, vous appreniez à appuyer sur les bons boutons? Bonjour à tous. Dans ma carrière, j'ai vu des centaines de professionnels dans des situations qui semblaient complètement bloquées. Leur point commun? Ils essayaient tous de défoncer la porte, alors qu'il suffisait de trouver la bonne clé. Et cette clé, c'est un levier. Donc aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 7 leviers essentiels de la psychologie à l'éthique pour enfin faire bouger les lignes et amener votre boss à la table des négociations. Alors oubliez les formules magiques. Ce que je vous propose, c'est une méthode structurée pour que l'entreprise vous écoute et accepte de discuter. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, parce que le septième levier est de très loin le plus puissant et le plus sous-estimé pour transformer un non catégorique en un OK, parlons-en. Alors pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Ma mission est de vous éviter un refus catégorique, de vous éviter de vous faire avoir par les RH et de vous permettre de quitter votre entreprise sans démissionner et maximiser vos indemnités et vos droits au chômage. Si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne parce que ça pourrait vous servir un jour, on ne le sait jamais. Alors le premier levier, c'est le cadrage par la culture d'entreprise. C'est la base de tout. C'est absolument important de comprendre la culture de votre entreprise. C'est son ADN, ses rituels, son histoire, ses valeurs et même ses petits tics culturels souvent liés à sa nationalité. Ignorer ça, c'est comme essayer de parler chinois à un Allemand. Vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, ils ne passeront juste pas du tout. La culture d'entreprise, ce sont toutes ces règles invisibles qui dictent comment les choses se font vraiment, ici, dans l'enceinte. Est-ce une culture de consensus, à la scandinave, où tout le monde doit donner son avis? Ou une culture du résultat à l'américaine, où on aime ceux qui osent et qui décident vite? Dans une boîte allemande, venez avec des données, de la rigueur, un plan béton. Débarquer avec une idée au feeling, là, ça vous oubliez ça tout de suite. À l'inverse, dans une culture plus latine, l'enthousiasme et un bon contact peuvent parfois peser plus lourd qu'un dossier de 50 pages. Je l'ai vu dans une entreprise franco-libanaise très connue, le discours officiel valorisait la rigueur et les process, mais en réalité, tout se jouait dans la relation, dans la loyauté, dans le réseau. J'ai vu un collègue ultra compétent échouer à faire passer une idée malgré des présentations parfaites, pendant qu'un autre, plus intuitif, l'obtenait en 5 minutes autour d'un café avec le PDG. Même sujet, même objectif, résultat totalement différent. Question de culture. Ce que les travaux de Geert Hofstede, chercheur en psychologie sociale, montrent très bien, les différences culturelles dans les organisations influencent profondément la manière dont on perçoit l'autorité, le risque et la réussite. Ne pas en tenir compte, c'est négocier à contre-courant. L'idée n'est pas de changer qui vous êtes, mais d'adapter votre façon de communiquer pour qu'elle soit audible. C'est juste de l'intelligence de situation. Avant de formuler votre demande, observez. Comment les grandes décisions sont-elles annoncées? Qui est dans la boucle des mails importants? Quels sont les mots-clés qui reviennent sans cesse dans la bouche de votre boss? Innovation, sécurité, agilité, ce sont vos munitions. Exemple concret. Ne dites plus «je veux une formation pour m'améliorer». Cette phrase est centrée sur vous et dans cette boîte obsédée par la performance collective et le retour sur investissement, ça sonne comme un caprice. Reformulez avec la culture maison. Si votre boîte ne jure que par l'excellence client ou l'innovation, eh bien dites plutôt «j'ai vu que le marché évolue vers la compétence X, nos concurrents Y et Z sont déjà dessus. Pour tenir notre promesse d'excellence client et rester innovant, il faut qu'on maîtrise cela en interne». Alors je vous propose de suivre la formation ABC, qui nous permettrait de lancer un pilote dans 3 mois et de générer X milliers ou millions de chiffres. Voilà, ça renforce directement 2 de nos valeurs piliers. Est-ce que vous voyez la différence ici? Vous ne demandez plus rien pour vous. Vous apportez une solution à un problème de l'entreprise en utilisant ses propres mots. Et donc vous passez de simple demandeur à partenaire stratégique. Comprendre et utiliser la culture, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la traduction. Et c'est la première étape pour être enfin écouté. Le deuxième levier, c'est l'analyse de la conjoncture économique. Ok, vous parlez la langue de la boîte. Super. Maintenant, il faut parler de ce qui lui fait peur et de ce qui l'a fait rêver. Sa survie et sa croissance. C'est ça le deuxième levier. Négocier sans avoir la moindre idée de la santé financière de l'entreprise, c'est aller tout droit dans le mur. Votre demande, même si elle est 100% légitime, ne sera jamais jugée dans l'absolu. Elle sera toujours comparée à la réalité économique du moment.
Le principe est simple. Votre crédibilité explose quand vous montrez que vous comprenez la réalité de votre manager. Cela prouve que vous n'êtes pas juste focalisé sur votre nombril. Une boîte qui vient d'annoncer un plan social ne va jamais entendre une demande d'augmentation de la même façon qu'une start-up qui vient de lever 50 millions. Concrètement, devenez un détective. Épluchez les rapports annuels, suivez les communications du directeur financier, lisez ce que la presse spécialisée dit sur votre secteur. Croissance, crise, qui sont les concurrents, que font-ils? Cette connaissance vous donne une longueur d'avance. Imaginons que vous vouliez plus de ressources dans votre équipe. Alors scénario 1, la boîte est en difficulté. L'approche frontale, mon équipe est sous l'eau, il nous faut 2 personnes de plus, sera forcément accueillie par pas de budget. Fin de la partie. Si vous avez une approche stratégique, je sais que le budget est serré, que chaque euro compte. En analysant notre travail, j'ai vu qu'on perd 30% de notre temps sur des tâches manuelles sans valeur ajoutée. C'est un coût caché de X milliers d'euros tous les ans. Je ne demande pas forcément une embauche, je propose un investissement dans un outil d'automatisation qui coûte Y. Il nous ferait gagner X heures par semaine sur la productivité d'un demi-poste et nous permettrait de nous concentrer sur des projets rentables, vitaux pour le redressement. L'investissement est amorti en 9 mois. Ici, vous ne demandez pas une dépense, vous proposez un investissement rentable. Vous parlez la langue de la direction en temps de crise. Efficacité, optimisation, rentabilité. Scénario 2, l'entreprise cartonne, c'est le boom. Là, le risque pour la boîte n'est pas la dépense, mais de louper le coche par manque de bras ou de talent. L'approche serait assez différente. Notre croissance est incroyable, et j'identifie un goulot d'étranglement chez nous qui nous fait perdre des clients ou ralentir nos projets phares. Pour ne pas laisser notre concurrent X nous doubler, il faut investir. Donc, embaucher 2 experts nous permettrait de générer X projets supplémentaires et donc d'augmenter notre chiffre d'affaires de X, Y, Z% d'ici la fin d'année. Et là, dans les 2 cas, vous avez connecté votre demande à la réalité économique. Vous n'êtes plus un centre de coût, vous êtes un moteur de solution. Vous montrez que votre succès est lié à celui de l'entreprise. Et ça, c'est un argument que n'importe quel dirigeant veut entendre. Alors, le levier numéro 3, c'est la cartographie de la politique de l'organisation. On a la culture et le contexte économique. C'est le décor. Maintenant, on entre dans les coulisses du pouvoir. Le 3e levier, c'est la politique, la sociologie de l'organisation. Une boîte, ce n'est pas un bloc de béton, c'est un écosystème d'alliances, de rivalités, de jeux de pouvoir et de lutte d'influence. Pensez que votre seul interlocuteur est votre N+1 est une erreur de débutant. Pour négocier, vous devez comprendre qui décide vraiment. L'organigramme officiel, c'est une chose. La réalité du pouvoir, celle des affinités et des intérêts personnels, en est une autre. Qui déjeune avec qui? Quel service est en guerre avec l'autre pour le budget? Qui est le chouchou du patron? Qui est le vrai leader d'opinion que tout le monde écoute, même s'il n'a pas le titre qui flambe? Et comme l'a montré Michel Crozier, sociologue des organisations, le pouvoir réel se niche toujours là où il y a de l'incertitude. Ceux qui maîtrisent les flux d'informations ou les relations transverses détiennent souvent plus d'influence que ceux qui signent officiellement les décisions. Donc votre mission, c'est de devenir le sociologue de votre bureau. Cartographier les acteurs clés. Ne vous contentez pas d'identifier le soi-disant décideur. Repérez aussi les alliés, donc ceux qui ont l'intérêt à ce que votre projet réussisse. Les opposants, ceux qui voient votre demande comme une menace pour leur pouvoir ou leurs ressources. Les influenceurs, ces personnes respectées qui peuvent faire pencher la balance avec un simple avis. Ou encore les gardiens du temple, ce qu'on appelle les gatekeepers, je pense à l'assistant ou le chef de cabinet, qui contrôlent l'accès aux décideurs. Votre carrière peut dépendre de votre relation avec eux. Ne négligez personne. Une fois cette carte en main, votre but n'est plus de convaincre une seule personne, mais de bâtir une coalition. Je prends l'exemple, vous voulez lancer un projet de bien-être au travail. L'approche naïve, c'est d'envoyer un mail au DRH et d'espérer. Chance de succès, proche de 0. Votre projet sera vu comme, oui, c'est sympa, mais ce n'est pas prioritaire. L'approche stratégique est différente. C'est un jeu à plusieurs coups. Vous pouvez d'abord parler à vos alliés. Allez voir les managers dont les équipes ont un turnover élevé. Présentez-leur votre idée comme une solution à leurs problèmes. Ensuite, ralliez un influenceur, un médecin du travail respecté, un membre du CSE très engagé. Présentez-lui le projet, demandez son avis, impliquez-le. Troisièmement, anticipez les opposants. Le directeur financier va tiquer forcément sur le coup. N'attendez pas son veto. Préparez un argumentaire juste pour lui, axé sur le retour sur investissement. Baisse de l'absentéisme, meilleure marque employeur, etc. Et puis quatrièmement, allez voir le décideur. Maintenant, vous n'êtes plus seul. Vous arrivez en disant, eh bien, en discutant avec le manager A, le manager B, on a identifié un problème qui coûte X à la boîte. En consultant l'influenceur C, on a bâti une proposition qui pourrait générer Y bénéfices. Voici le plan. Et regardez ce qui vient de se passer. Vous avez transformé une demande perso en un projet collectif. Vous n'êtes plus un employé qui demande, vous êtes un leader qui rassemble. Vous n'avez pas forcé la porte du pouvoir, vous avez construit le pont.
Maintenant qu'on a analysé le terrain de jeu, parlons des joueurs. Le quatrième levier, et c'est le plus subtil, c'est la psychologie. Une négociation, ce n'est pas un échange entre deux robots. C'est une conversation entre des humains avec leurs peurs, leurs égos, leurs motivations cachées. Et piger ça, c'est ce qui différencie l'amateur du professionnel. Le principe que des ex-négociateurs du FBI comme Chris Voss ont popularisé, c'est que nos décisions sont rarement 100% rationnelles. Elles sont dictées par nos émotions. Essayer de convaincre juste avec de la logique, c'est parler à la moitié du cerveau de votre interlocuteur. Le but, ce n'est pas de manipuler, mais de créer une connexion qui le rend plus réceptif. Alors, quelques concepts clés que je vous partage. Le premier, c'est l'ancrage. C'est vraiment le premier chiffre posé sur la table qui sert de référence pour toute la suite. Si votre manager commence par cette année, la politique, c'est 1% d'augmentation, il vient de poser une encre très basse. Toute discussion va tourner autour de ça. Quand vous le pouvez, posez la première encre. Et posez-la de manière ambitieuse, mais justifiable. C'est important que vous soyez capable de le justifier. La deuxième, c'est l'aversion à la perte. Les gens ont beaucoup plus peur de perdre quelque chose que de gagner la même chose. Au lieu de vendre les bénéfices de votre idée, parlez aussi de ce que l'entreprise risque de perdre en ne la suivant pas. Troisième point, c'est l'empathie tactique. C'est l'art de comprendre et de formuler à voix haute le point de vue de l'autre. J'ai l'impression que le risque budgétaire vous inquiète, par exemple. Ou il semble que vous craignez que ça crée un précédent, n'est-ce pas? Ces phrases sont magiques. Elles montrent que vous écoutez, ça désamorce l'agressivité et ça ouvre le dialogue. Par exemple, votre manager refuse net votre demande de 2 jours de télétravail. Impossible, j'ai besoin de tout le monde ici pour la cohésion, blablabla. L'approche frontale serait de contre-attaquer. Oui, mais les autres équipes le font, nan. Vous entrez dans un débat stérile. L'approche psychologique se déroule en plusieurs points. Vous pourrez déjà désamorcer avec de l'empathie. Et bien sûr, je comprends, il semble que votre priorité absolue, c'est de préserver l'esprit d'équipe qu'on a construit. Et vous avez raison, c'est notre plus grande force. Alors là, vous validez sa peur et il baisse donc sa garde. Ensuite, vous utilisez l'aversion à la perte. Ce qui m'inquiète, c'est que si on ne trouve pas de solution flexible, des talents qui cherchent cet équilibre, comme moi, pourraient être tentés de partir. Et là, la perte de cohésion que vous voulez éviter, elle serait bien réelle. Donc là, le statu quo devient soudainement risqué. Et ensuite, vous enchaînez et vous proposez par exemple un test. Et si on essayait? On peut faire un test sur un mois avec des points hebdo très clairs sur la productivité et la cohésion. Si à la fin du mois, les chiffres ne sont pas bons, je reviens au bureau à 100% sans discuter. Qu'est-ce qu'on risque à essayer? Et là, vous avez transformé une confrontation oui versus non en une collaboration. Comment on fait? Vous avez géré son émotion, vous avez utilisé les biais cognitifs et vous avez transformé un adversaire en partenaire. C'est ça la puissance de la psychologie en négociation. Le cinquième levier est d'une simplicité désarmante et pourtant tout le monde l'oublie. C'est le timing. Demander la bonne chose au mauvais moment, c'est la garantie d'un non. Choisir le bon moment peut tout changer, absolument tout. Le principe est le suivant. Le niveau de stress et la disponibilité mentale de votre interlocuteur varient constamment. Le lundi matin, ils croulent sous les urgences. Le vendredi après-midi, ils sont déjà en week-end. Juste avant une grosse échéance, leur cerveau est programmé pour dire non à tout ce qui ressemble à une complication. Et comme l'ont montré Daniel Kahneman et Amos Tversky, pardonnez-moi pour peut-être les prononciations de ces noms, dans leurs travaux sur les biais cognitifs, nos décisions dépendent fortement d'un contexte émotionnel et de la charge mentale du moment. En gros, un décideur stressé perçoit le risque, pas l'opportunité. Et un décideur serein, lui, entend la solution. Donc il y a 2 types de timing à maîtriser. Il y a déjà le micro-timing, c'est le jour et l'heure. N'abordez jamais un sujet important dans un couloir, demandez un vrai rendez-vous. J'aimerais qu'on prenne 20 minutes pour parler de l'organisation de l'équipe et de mes perspectives. Quand serais-tu le plus disponible? Là, ça montre que vous respectez son temps. Le mardi ou le jeudi en milieu de matinée, c'est souvent un bon créneau. Et puis il y a après le micro-timing, le macro-timing, c'est encore plus stratégique. Il faut synchroniser votre demande avec des grands cycles de la boîte. Par exemple, après une victoire, le meilleur moment pour demander, c'est juste après avoir cartonné sur un projet, votre capital confiance est au maximum, vous êtes une source de valeur, pas une source de problème. Puis ça peut être pendant des cycles budgétaires, par exemple. Vous demandez un budget en juin alors qu'ils ont été bouclés en décembre, c'est inutile. Renseignez-vous. Les discussions sur les augmentations ont souvent lieu des mois avant le nouvel exercice fiscal. Donc, positionnez-vous à ce moment-là. Et puis, ça peut être aussi en lien avec la stratégie. La boîte, par exemple, se lance sur le digital. Et c'est le moment parfait pour proposer votre projet de formation aux nouveaux outils. Par exemple, vous visez une promotion. Le mauvais timing, c'est vous demander ça un lundi matin, une semaine après avoir rendu un dossier en retard, alors que tout le monde stresse pour la clôture trimestrielle. Là, la réponse, elle est claire. C'est pas le moment et ça veut dire, en gros, c'est jamais. Le bon timing, vous venez de piloter un lancement de produit réussi. 2 semaines plus tard, le calme revenu, vous demandez un entretien. Vous commencez par célébrer la réussite, puis vous enchaînez.
Ce projet m'a permis de prendre de nouvelles responsabilités euh, en gestion d'équipe, en management, j'ai adoré. Dans la perspective des entretiens annuels qui approchent, j'aimerais qu'on discute de comment je pourrais formaliser cette évolution pour continuer à apporter encore plus de valeur à la boîte ou à l'équipe. La conversation est donc fluide, elle est logique et elle arrive au moment où votre valeur est évidente. Et en maîtrisant le temps, vous ne forcez pas le destin, vous surfez sur la vague. Levier numéro 6, c'est l'utilisation stratégique des outils juridiques. Alors là, on monte d'un cran. Le sixième levier, c'est vraiment la connaissance du droit du travail. Alors non, ça ne va pas faire de vous un procédurier pénible, ça va faire de vous un interlocuteur crédible et qu'on ne peut ignorer. Le principe, ce n'est pas d'agiter la loi comme une menace, mais c'est de l'utiliser comme un cadre de référence objectif. Évoquer une obligation légale transforme une discussion subjective en je pense que, en une négociation factuelle, la loi nous impose de. Ça dépersonnalise le débat et ça force l'entreprise à vous prendre au sérieux, ne serait-ce que pour éviter un risque. Alors de quels outils parle-t-on? Vous avez le code du travail, donc c'est le droit à la déconnexion par exemple, ce n'est pas une option, c'est une obligation de l'employeur. Votre convention collective aussi. Elle contient souvent des grilles de salaire, de classification, de poste, qui sont des arguments en béton pour une demande de révélation. Encore, les accords d'entreprise sur le télétravail, l'égalité professionnelle, ce sont des engagements signés. Vous ne faites que demander leur application. Ou encore la jurisprudence, des décisions de justice sur des cas similaires aux vôtres. Alors attention, le droit du travail est un domaine complexe. Consulter un professionnel du droit est indispensable avant d'utiliser ces arguments. Il ne suffit pas d'ouvrir Légifrance pour être sûr de vos droits. L'interprétation juridique dépend toujours du contexte, des accords applicables et des preuves disponibles. Alors par exemple, vous êtes au forfait jour, mais vous tapez des semaines à 60 heures et votre manager ignore votre alerte ou vos alertes. L'approche sans levier juridique ce serait de dire je suis crevé, je bosse trop. La réponse possible c'est t'inquiète pas, Malric, c'est une période difficile pour tout le monde. On lâche pas. La discussion est dans la passe. On passe à autre chose. L'approche avec un levier juridique. Eh bien, vous demandez un entretien formel, je vais faire un point sur ma charge de travail, mon contrat est en forfait jour. La loi et la jurisprudence exigent que l'employeur assure une charge de travail raisonnable. Or, depuis 6 mois, mes relevés de temps que j'ai documentés montrent en moyenne 55 heures par semaine. Alors, ça nous met l'entreprise et nous en situation de risque juridique. Donc, mon but, ce n'est pas d'en arriver là. Je veux juste qu'on trouve une solution ensemble pour que ma charge de travail redevienne conforme à la loi. Comment peut-on nous organiser dès la semaine prochaine? Et là, la dynamique change du tout au tout. Vous n'êtes pas dans l'émotion, je suis fatigué, mais dans les faits, voici mes heures, voici la loi. Vous n'êtes pas dans l'attaque, mais dans la collaboration, comment nous mettre en conformité. Et vous avez subtilement rappelé le risque pour l'entreprise. Le statu quo devient soudainement très inconfortable pour votre manager. Connaître ses droits, ce n'est donc pas chercher la bagarre, c'est du professionnalisme. Ça établit un terrain de jeu équilibré, condition essentielle pour une vraie négociation. Et après, rappelez-vous ce qu'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, avant de passer au dernier levier, celui qui peut littéralement faire basculer une négociation en votre faveur ou la ruiner en une phrase, j'aimerais vous rappeler une chose simple. Si vous êtes cadre, que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle, que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Plus vous l'anticipez, plus vous pouvez partir sereinement, tant en bon terme qu'avec un bon chèque. Donc, si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie d'évasion, étape par étape, prenez un premier rendez-vous sur ruptureco.com. On analysera votre situation en détail et on vous donnera clairement vos options et vos chances de succès. Et puis on vous dira surtout ce que vous ne laisserez pas sur la table. Le lien est sous la vidéo. Alors, le dernier levier, on y arrive, c'est le plus élevé, le plus stratégique et souvent le plus déstabilisant. La déontologie. Il s'agit d'aligner votre demande non pas sur vos besoins, mais sur les valeurs que l'entreprise elle-même proclame haut et fort. Le principe est redoutable. Les entreprises dépensent des fortunes pour communiquer sur leurs valeurs, leurs responsabilités sociales, vous savez, le RSE, leur culture du respect, ou la culture d'entreprise, ou l'égalité des chances. Eh bien, ce levier consiste simplement à les prendre au mot. Alors, c'est extrêmement difficile pour une direction de refuser une demande qui incarne précisément les principes qu'elle affiche publiquement, sans se retrouver piégé dans sa propre communication, bien sûr. Alors, ce levier est puissant car vous déplacez le débat sur le terrain de l'identité de l'entreprise. Vous ne demandez plus quelque chose pour vous, vous demandez à l'entreprise d'être fidèle à elle-même. Et comme l'a montré Philippe Diribarne, dans la logique de l'honneur, les organisations françaises attachent une importance presque symbolique à la cohérence entre leur discours et leurs pratiques. Donc quand cet équilibre est rompu, c'est toute la légitimité managériale qui vacille. Et c'est précisément sur cette tension que vous pouvez agir. Alors comment on fait? Eh bien déjà, vous pouvez repérer les valeurs clés
Plongez dans le site web, l'onglet RH, le rapport RSE, les discours du PDG, tout ce qui est QVT, etc. Quels sont les mots magiques? Respect, équité, développement des talents, bien-être, diversité. Voilà, prenez note. Ensuite, vous traduisez votre demande pour qu'elle devienne la preuve vivante de ces valeurs. Puis, vous posez la question de la cohérence. Et c'est là que la finesse compte. Ne parlez jamais de discrimination ou d'injustice. Parlez de cohérence, de perception, d'exemplarité. Questionnez doucement. Bien, je me demande si les critères retenus dans cette décision sont bien alignés avec nos engagements d'équité et de reconnaissance des parcours, par exemple. Ou alors, vous pourriez dire, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que certaines décisions peuvent être perçues comme subjectives et je sais qu'on veut éviter ce genre de malentendu. Ce type de formulation oblige votre interlocuteur à se justifier sur son propre terrain, sans jamais prononcer le mot qui fâche, bien entendu. Vous plantez une graine, et si l'entreprise n'était plus tout à fait fidèle à son image. Donc, par exemple, votre équipe galère à concilier vie pro et vie perso. Vous voulez plus de flexibilité. Pendant ce temps, la boîte se vend de la culture inclusive et de son engagement pour l'égalité homme-femme. L'approche classique, vous pourriez dire, on voudrait des horaires plus souples pour les enfants. Bon, bah ça, c'est facile à balayer. L'approche par le levier éthique serait la suivante. Je voudrais qu'on discute d'un sujet qui est au cœur de nos valeurs d'inclusion et d'égalité. Notre politique d'horaire rigide pénalise de fait les parents et surtout les femmes. Donc ça crée une inégalité de carrière qui contredit absolument nos engagements publics. Donc je suis sûr qu'on peut faire mieux et devenir un modèle. Je propose qu'on monte un groupe de travail pour créer une politique de flexibilité innovante. Ça soutiendrait nos équipes, mais ça renforcerait aussi notre marque employeur. On prouverait ainsi que notre charte éthique, ce n'est pas juste du vent, ce serait une formidable histoire à raconter. Et là, l'impact est énorme. Vous n'êtes plus un salarié qui se plaint, vous êtes celui qui met l'entreprise face à son miroir, calmement, sans provocation. Vous n'accusez pas, vous questionnez. Vous les amenez à se demander. Et si on s'était un peu écarté de nos valeurs? Et là, un refus de négocier devient alors un aveu implicite, je dirais. Nos valeurs, c'est du marketing. Et à notre époque, peu d'entreprises peuvent se le permettre. Donc avec ce levier, vous ne demandez pas une faveur, vous demandez à l'entreprise d'être à la hauteur de l'image qu'elle projette. Vous l'appelez à être meilleur. Et vous vous positionnez comme celui qui peut y aider. Alors pour que tout soit bien clair, récapitulons déjà ces 7 points d'appui. La culture d'entreprise, parlez la langue de votre boîte pour être entendu. La conjoncture économique, ancrez votre demande dans la réalité pour devenir un partenaire. La politique de l'organisation, bâtissez des alliances avant même de parler au boss, aux décisionnaires. La psychologie des acteurs, gérez les émotions pour transformer un non en un comment. Il y a le contexte temporel, frappez au bon moment, quand votre valeur est au top et surtout leur esprit disponible. Et puis, le 6e, c'est les outils juridiques. Utilisez le droit comme un cadre objectif pour professionnaliser votre dialogue. Et bien sûr, le dernier, le 7e, c'est la déontologie. Mettez l'entreprise face à ses propres valeurs pour rendre un refus presque impossible. Alors maintenant, la balle est dans votre camp. Ces leviers ne sont pas théoriques, ils sont faits pour être utilisés. Alors dites-moi en commentaire déjà quel est le levier qui vous parle le plus pour votre situation. Lequel allez-vous tester dès demain? Moi, je lis et je réponds à tout le monde parce que vos expériences peuvent inspirer toute la communauté. Donc si ces stratégies vous ont éclairé et que vous voulez maîtriser la négociation pour reprendre le contrôle de votre carrière, la meilleure chose à faire est de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater. Obtenir une négociation, ce n'est pas une faveur qu'on vous fait, c'est le résultat d'une stratégie que vous menez. On attend trop souvent, passivement, que notre valeur soit reconnue. Mais la vie professionnelle ne marche pas comme ça. En utilisant ces 7 leviers, vous reprenez la main. Vous ne demandez plus la permission de parler, vous créez les conditions où le dialogue devient inévitable. Vous montrez que vous avez fait le boulot et que vous comprenez bien sûr la boîte à un niveau supérieur. Et que discuter avec vous, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Alors préparez-vous, activez ces leviers et allez chercher la conversation que vous méritez.